Bonjour à tous et à toutes. Le texte que nous nous proposons de présenter aujourd'hui s'intitule L'analyse des informations. C'est la 6e étape d'une démarche de recherche linéaire soumise aux chercheurs et étudiants par 3 auteurs, Raymond Kivy, Jacques Marquet et Luc Van Campenhout. Raymond Kivy, qui est décédé en 2007, était docteur en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain. Il était professeur émérite aux facultés universitaires catholiques de Mons. Il a enseigné la méthodologie de la recherche en sciences sociales. Jacques Marquet, pour sa part, est sociologue, professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est reconnu comme un sociologue de la famille et du couple. Il est auteur, entre autres, de nomisation et réalité dynamique, une contribution à la sociologie compréhensive. Luc Van Campenhout, de son côté, est un sociologue. Il a occupé le poste de directeur du Centre d'études sociologiques de l'Université Saint-Louis à Bruxelles, professeur émérite à la dite université ainsi qu'à l'Université catholique de Louvain. À son actif, on retient entre autres Introduction à l'analyse des phénomènes sociaux, cours de sociologie, mais aussi, et non des moindres, un petit ouvrage qui vient récemment de sortir et qui est intitulé Comment sont-ils arrivés là? Les clés pour comprendre le parcours des djihadistes, où il analyse les processus qui conduisent des jeunes gens au départ fort ordinaires à s'engager dans le djihadisme jusqu'à commettre des attentats suicides. Le texte est présenté en 3 parties, un enseignement des études de cas, la présentation des 3 opérations de l'analyse des informations, ainsi qu'un panorama des principales méthodes où l'auteur fait des recommandations aux différents chercheurs qui auront à utiliser ces méthodes, tout comme ils produisent des conseils quant aux limites observées par ces méthodes. Il faut comprendre que l'analyse des informations comporte 2 objectifs. Le premier concerne la vérification empirique qui consiste à traiter l'information obtenue par l'observation pour comparer les résultats observés aux résultats attendus par hypothèse. Le second porte sur l'interprétation et le cas échéant la révision des hypothèses afin que dans les conclusions, le chercheur puisse suggérer des améliorations de son modèle ou proposer des pistes de réflexion pour l'avenir. Dans la première partie du texte, les auteurs opposent 2 études de cas. L'un porte sur le phénomène religieux et l'autre sur le mouvement blanc. Dépendamment qu'on fait référence à une analyse quantitative ou une analyse qualitative pour l'un ou l'autre des cas, respectivement, on utilisera des outils spécifiques. Dans le cas de l'analyse quantitative, les outils servant à l'analyse des informations sont entre autres les graphiques et les tableaux, alors que dans le cas d'une analyse qualitative, il est question d'une grille d'analyse qui s'inspire du schéma actentiel de Algirdas Julien Grémas. Nous aurons à revenir sur les 2 considérations qui sous-tendent à ces analyses dans les prochaines considérations. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'importe l'analyse qu'on aura à faire, au-delà des multiples opérations inhérentes à chacune des démarches présentées à travers les 2 études de cas que nous venons de citer,
L'auteur rappelle que dans tous les cas de figure, 3 opérations sont toujours nécessaires et inévitables. Ce sont la préparation des données ou informations, leur mise en relation et enfin la comparaison des résultats obtenus aux résultats attendus par hypothèse. Pour ce qui est de la préparation des données ou informations, les auteurs rappellent que, dépendamment qu'on se retrouve dans le cadre d'une analyse quantitative, on parlera de description et d'agrégation de données, et dans le cadre d'une analyse qualitative, on fera référence à la retranscription et à l'organisation des données. Cette opération consiste à décrire les données dans l'analyse quantitative. Cela revient d'une part à les présenter sous la forme d'une distribution à l'aide de tableaux ou graphiques dans les variables impliquées dans les hypothèses, de manière à ce que leurs caractéristiques soient bien mises en évidence par la description. Par l'agrégation, l'utilisateur regroupe les données en sous-catégories ou les synthétise en une nouvelle donnée pertinente issue de celles observées. Toutefois, nous préviennent les auteurs, la description d'une variable par une mesure synthétique donne lieu à des procédures différentes dépendamment du type d'information dont on dispose. En premier lieu, il faut savoir qu'on ne traite pas les variables qualitatives de la même manière que les variables quantitatives, d'où l'importance d'établir la différence entre elles. On appelle variable toute caractéristique susceptible de prendre plusieurs modalités. Si tel n'est pas le cas à ce moment-là, il s'agit d'une constante. Exemple de variable, nous pouvons citer la nationalité, et à travers en guise d'exemple des modalités, nous avons les différentes nationalités comme belge, français ou allemand. Les variables qualitatives peuvent être soit nominales, soit ordinales, alors que les variables quantitatives sont celles dont les modalités ont une valeur numérique et donc peuvent prendre la forme d'une série continue. Quand les modalités d'une variable ne présentent pas d'ordre naturel ou est susceptible d'être classée de manière arbitraire, on est en présence d'une variable nominale. C'est le cas par exemple de la variable nationalité dont les modalités sont exprimées par les différentes nationalités prises en compte dans les données. De même, une variable ordinale présente des modalités qui peuvent être ordonnées sans toutefois être dotées d'une valeur à même d'établir une mesure des écarts qui les séparent. Ces modalités peuvent donc être ordonnées mais sans prendre la forme d'une série continue. On pense à cet effet aux variables faisant référence à l'expression du degré d'accord. Il est à signaler aussi l'existence d'une variable nominale dichotomique qui ne comprend que 2 modalités. C'est le cas de la variable sexe, dont les modalités sont homme et femme. Ces particularités qui caractérisent les variables font appel à des procédures de calcul variées. Ainsi, selon que la description d'une variable par une expression synthétique est nominale, ordinale ou continue, on utilisera respectivement les pourcentages, la médiane et la moyenne. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'analyse quantitative, on ne parlera que de retranscription et d'organisation dans le cas de l'analyse des données. Dans le cas d'une analyse qualitative, donc, où on a affaire à des entretiens semi-directifs, on parlera de préférence de retranscription. Les auteurs conseillent le plus possible de rendre l'intégralité des contenus de ces entretiens de manière à assurer la qualité et la consistance du matériau sur lequel on aura à travailler. Par la suite, il sera question d'organiser le matériau de manière à y appliquer les différentes techniques d'analyse prévues à cet effet. La deuxième opération concerne la mise en relation des données ou informations. Selon qu'on parle d'analyse quantitative, il sera question de l'analyse des relations entre variables, et
S'il s'agit d'analyse qualitative, on fera référence à des comparaisons et typologies. Cette opération consiste à mesurer les relations entre les variables conformément à ce qui était exprimé par les hypothèses. Il faut savoir à cette étape de nos considérations que les relations exprimées entre les variables venant confirmer une hypothèse quelconque se doivent d'être testées pour attester de leur robustesse d'une part ainsi que de leur pertinence. Pour ce faire, on procédera d'abord à l'examen des liens entre les variables des hypothèses principales et par la suite on passera aux hypothèses complémentaires. C'est ici qu'interviennent les variables tests. Celles-ci sont introduites dans les hypothèses complémentaires pour assurer que la relation supposée par l'hypothèse principale n'est pas fallacieuse. Il faut donc mettre en évidence l'indépendance, la corrélation, le lien logique pouvant exister entre les variables ou combinaisons de variables. À titre d'exemple, on se rappelle que pour la relation entre sexe et croyance, on était porté à tort à croire qu'effectivement les femmes étaient plus croyantes que les hommes, jusqu'à ce que grâce à l'hypothèse complémentaire faisant intervenir l'activité professionnelle comme variable test, on se rende compte que ce n'était pas le cas. Au niveau de l'analyse qualitative, où il est question de comparaison et typologie, tel qu'on l'a vu dans l'étude de cas portant sur le mouvement blanc, c'est à travers une grille d'analyse qu'on traite les informations qualitatives. Tout comme on avait fini par établir les relations entre les actants pour chaque personne interviewée, il est aussi possible de procéder à des comparaisons au niveau de l'ensemble des entretiens. Les convergences et les divergences permettront de saisir des caractéristiques sociales à travers l'outil de la typologie. La troisième étape fait référence à la comparaison des résultats observés avec les résultats attendus, ainsi qu'à l'interprétation des écarts. Cette opération consiste à comparer les résultats observés aux résultats attendus par hypothèse et à mesurer l'écart entre les deux. S'il y a divergence entre les résultats observés et les résultats attendus, il faudra soit examiner d'où viennent les écarts et chercher en quoi la réalité est différente de ce qui était présumé au départ, soit élaborer de nouvelles hypothèses. Ici, la relation linéaire qui lie les deux étapes précédant l'analyse des informations, à savoir l'observation et la construction du modèle, seront revues ou améliorées. Concernant le panorama des principales méthodes d'analyse des informations, on n'aura pas vu le caractère énumératif de cette partie. Nous n'aurons pas le temps de la passer en revue, mais nous ne pouvons quand même nous arrêter là sans évoquer les limites et la complémentarité des méthodes particulières. À ce niveau, les auteurs opposent deux notions, la notion de rigueur et de rigidité. Il est important de rappeler, après les auteurs, qu'il n'existe pas de meilleure ou de pire méthode, sinon que c'est la rigueur dans le contrôle épistémologique du travail qui doit être primée et non la rigidité dans l'application des méthodes. Pour chaque recherche, les méthodes doivent être choisies et mises en œuvre avec souplesse en fonction de leurs objectifs propres, de leur modèle d'analyse et de leurs hypothèses. Ainsi, chaque méthode est susceptible de remplir sa fonction à condition qu'elle ait été judicieusement choisie, qu'elle soit appliquée sans rigidité et que le chercheur soit capable d'en mesurer les limites et la validité. Nous pouvons citer, avant de clore cette présentation, l'exemple de Field Research que nous présentent les auteurs. Il s'agit d'une étude sur le terrain qui consiste à étudier les situations concrètes dans leur contexte réel. En fait, c'est une méthode de complémentarité qui met en œuvre une pluralité de méthodes et qui combine le plus souvent l'observation participante et les entretiens semi-directifs à l'analyse secondaire, tout comme il en est du scénario non linéaire, de recherche non linéaire, où on aura
où on aura à retourner de temps à autre sur les hypothèses et les questions qui sont susceptibles d'évoluer constamment. Ainsi, le travail dans le scénario non linéaire, le travail empirique est régulièrement réorienté. C'est en ça que consistait la présentation de notre texte, l'analyse des informations. Merci.